Salut, je suis Frédéric Molinière. Allez, suivez-moi si vous voulez voir mon workshop sur l'expérience paiement simplifiée. Quand on fait du paiement, on travaille naturellement sur l'expérience utilisateur, puisque ça fait partie, c'est la finalité de tout le travail que vous faites quand vous êtes marchand, vous voulez vendre, et donc il faut bien que quelqu'un paye à la fin, parce que sinon, s'il n'y a pas de paiement, ça ne s'appelle plus de la vente. Quelques chiffres sur le volume, c'est juste histoire de dire qu'on travaille aussi bien sur la partie proximité que sur la partie e-commerce. On travaille énormément sur la partie mobile. On en parlait au déjeuner à midi où au-delà d'être à l'image du témoignage de ce matin où on disait showroom privé, ils sont très mobile first, on a exactement la même philosophie, c'est-à-dire qu'on travaille sur comment j'apporte le mobile, le point de convergence entre mes ventes en magasin et mes ventes sur le web. Et comment, grâce au mobile, je crée tout ce lien pour une chose qui est unique ou qui est centrale, le consommateur. Donc, Payline, la brique que vous avez pour faire des ventes sur Internet, PayAvenue, la brique qui permet de consolider, d'avoir des usages cross-canal, de faire plein de choses et notamment tout un reporting, on en a parlé juste avant, collecter beaucoup de données au travers du paiement et de l'acte de paiement et retrouver un seul et même consommateur qui achète sur des drives et qui finit par aller dans le magasin et avoir un autre comportement d'achat dans le magasin, etc. etc. Pour centrer ce débat ou cette présentation, l'idée c'était de poser les choses, de dire tiens, c'est quoi l'expérience d'achat et comment on peut l'améliorer ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'un consommateur il achète de manière beaucoup plus fluide, sur Internet? Donc la première des questions qu'on se pose chaque fois, c'est est-ce qu'on trouve ça facile d'acheter sur Internet et particulièrement avec son mobile? Est-ce que c'est simple de créer tout son formulaire et son compte acheteur? Oui, vous trouvez que c'est simple? Non, vous ne trouvez pas que c'est simple? Et c'est long, ça peut être compliqué quand on a un prénom avec des accents parce que automatiquement le correcteur il essaye de les mettre. Et donc c'est assez frustrant. Combien il y a de personnes qui arrivent à mémoriser les informations de sa carte bancaire? C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'initiatives historiquement avec du PayPal, mais plein d'autres moyens de paiement qu'on appelle des wallets qui permettent de stocker ces numéros parce que personne aujourd'hui sait mémoriser les 16 chiffres. Si, peut-être toi, Grégory? Je suis pas sûr. Et est-ce qu'on aime? Alors ça, on retombe sur le principe de la CNIL et GDPR qu'on a vu précédemment. C'est est-ce que vous aimez communiquer sur chaque nouveau site? Tiens, vous avez trouvé un nouveau site là, il est super, ça s'appelle Azos. Et est-ce que vous allez communiquer toutes vos données personnelles, vos numéros de carte et cocher la petite case qui dit j'enregistre ma carte, et etc., etc. Et au final, toutes ces contraintes, on se dit, ça serait super d'arriver à les lever. Et pourquoi? Parce que là aussi, on n'est pas dupe, on vérifie aussi par les stats où est-ce qu'on doit aller. Quand on regarde les stats qu'on partage avec nos clients, on constate 50% de taux de conversion en moins entre un nouveau consommateur et un client connu. Donc, le nouveau consommateur, oui, il a toutes ces étapes à passer. Déjà, il doit se dire, OK, je vais encore tout ressaisir, toutes mes données personnelles, je vais encore ressaisir mon adresse de livraison, mon mode de livraison, mon adresse de facturation, mes données de paiement. Ce taux de conversion, 50% en moins. On constate qu'il est majoré lorsque je suis sur mobile. C'est encore plus compliqué sur mobile. Donc, je me dis, OK, s'il y a un travail à faire, on doit travailler sur le mobile. Je reprends un peu, alors forcément, un showroom privé qui n'a pas de point de vente physique, mais même des acteurs qui ont des points de vente physiques, aujourd'hui, on travaille ensemble et on se dit comment j'accompagne ces clients pour qu'ils puissent, au travers du mobile, avoir une expérience d'achat parfaite. Donc, c'est exactement ça qu'on vient vous proposer, c'est de vous dire, on va partir de quelque chose de très simple, qu'on connaît tous, le desktop, l'achat en ligne avec le desktop et le web. Je suis là, chaque fois que je vais acheter sur une boutique, j'ai à ressaisir toutes ces informations. Et ça, c'est mon principal motif, ma principale cause d'abandon d'un achat. C'est pour ça que mon taux de transfo il est moins bon. Donc, une fois que j'ai fait ce constat, je me dis, on va commencer par travailler sur le tunnel d'achat traditionnel, avec mes étapes, mon panier, identification, je crée mon compte où je m'identifie, ma livraison,
où je renseigne mon adresse, j'ai mon état de paiement et enfin j'ai mon état de confirmation. Mon tunnel d'achat, si ce parcours-là, vous le reproduisez en magasin, ça veut dire que je vais acheter cette bouteille d'eau, je la mets dans mon panier, et quand je passe à la caisse, on va me demander ma pièce d'identité, mon adresse de facturation, on va me demander tous ces éléments. Vous imaginez bien que je ne vais pas acheter la bouteille d'eau, je m'en vais. Et donc, je vais abandonner mon achat. Donc, on se dit, on ne va pas réinventer la roue, on va essayer de faire cette expérience d'achat magasin sur le web. On va essayer de faire en sorte que moi, quand je vais acheter cette bouteille d'eau en ligne, je la mets dans mon panier, je paye et je m'en vais. Exactement comme je peux faire quand je le fais dans le monde physique. Alors oui, avec la nuance près de la livraison, pas de problème. Je peux très bien choisir mon mode de livraison une fois que j'ai acheté mon produit. Comme ça, j'aurai plus d'abandon. Parce que de toute façon, je peux le choisir quand je veux presque. J'irai chercher un magasin, du click and collect ou peu importe la solution. Donc le travail, il est là, c'est de se dire comment je passe d'un tunnel d'achat traditionnel à un tunnel d'achat idéal, entre guillemets, où j'ai plus que mes 3 étapes, je rajoute dans mon panier, je paye et je m'en vais. Alors vous avez vu que j'ai bien marqué ici identification et paiement. Parce qu'effectivement, la subtilité, elle est là, c'est qu'à un moment donné, je vais quand même devoir dire, ou au travers du paiement, dire qui je suis. Parce que la commande, il faut bien que vous l'enregistrez dans votre système d'information, dans votre CRM. Il faut bien savoir que c'est Frédéric qui fait l'achat, qui a payé avec tel ou tel moyen de paiement, sa carte Visa, peu importe, et qui, in fine, veut son produit. Je vois à votre regard que vous êtes... ça vous parle, ces expériences-là? Ouais. Donc, souvent, quand nous sommes sollicités sur la partie paiement, nous sommes sollicités sur cette étape-là. Le premier travail que l'on fait, c'est qu'on explique à nos clients qu'il faut éviter de faire des choix inutiles aux consommateurs. Faire choisir entre CB, Visa, Mastercard, etc., ça ne sert à rien. C'est très historique et ça ne sert absolument à rien. Et donc, on dit, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous fournir un formulaire tout simple où, en fonction du numéro de carte qui est saisi par le consommateur, on va détecter si c'est une carte Amex, une carte Aurore, une carte Mastercard ou peu importe. Et c'est d'ailleurs avec ce même dispositif qu'on va lui permettre de faire ce qu'on appelle le choix de la marque. Vous avez peut-être entendu parler, ça fait partie, alors techniquement, comment ça s'appelle déjà ce truc-là, Guillaume? C'est pas le DSP2, c'est la MIF, merci. Donc, c'est, on va dire, le règlement européen qui impose aux marchands de faire choisir la marque CB ou Visa, CB ou Mastercard, etc. Pareil dans les autres pays. Donc entre la marque nationale et la marque internationale que j'ai sur ma carte. Une fois qu'on a fait cette première étape qui est d'éviter de faire des choix aux consommateurs, on va essayer de lui faciliter la vie, puisque c'est toujours enquiquinant de saisir son numéro de carte, encore plus sur mobile, etc. Donc on va déjà utiliser des claviers numériques, on va utiliser le scanner de carte pour arriver, l'appareil photo pour arriver à scanner la carte et faciliter la saisie de numéro de carte. Une fois que j'ai fait ça, pareil, dans la continuité, j'ai mon nouveau client et puis lors de son deuxième achat, j'ai envie qu'il transforme encore mieux. Donc pour qu'il arrive à transformer, je vais lui proposer du paiement one click, comme on le fait de plus en plus. Beaucoup de marchands se posent toujours la question, est-ce que je mets ou je ne mets pas le one click? Et il s'avère que lorsqu'on met le one click, les consommateurs, ils ont pris vraiment l'habitude de le faire et ils souscrivent tout le temps. Mais je ne dis pas que 100% de vos clients vont cocher la petite case à cocher pour enregistrer leur carte et faciliter leur futur achat. Mais un grand nombre vont le faire et vous allez voir, c'est incrémental. À partir du moment où ils le font, le taux de transfo sur le mobile, il est décuplé. Et donc, c'est là la partie très très intéressante, c'est que très souvent j'arrive sur un site e-commerce, je surfe sur le mobile, je fais lors de mon premier achat, je crée mon compte. Je finalise ça, je le fais jamais ou rarement sur mobile la première fois, je finis sur desktop, même si mon parcours d'achat il est arrivé via un mobile au départ. Par contre, dès le deuxième paiement, je transforme beaucoup plus sur mobile que sur le web. Et je dis bien mobile, et je ne mets pas dans le mobile les tablettes. Les tablettes, pour moi, c'est encore un truc particulier, où je n'ai pas le même taux de transfo, je n'ai pas le même usage. Une
Donc on a vu, voilà, on a travaillé un petit peu sur cette partie paiement, et bien souvent les marchands nous disent bon ben ok super ton truc paiement Fred, mais maintenant il faut encore raccourcir là, il faut éviter des étapes. Ben oui, la première étape qu'on va éviter, c'est on va regrouper cette partie paiement dans la partie livraison. Donc on va dire ben, je fais d'une pierre deux coups. Voilà un bon exemple qu'a réalisé l'enseigne Kiabi, où ils ont fait ce qu'on appelle une page One Step Checkout. J'ai rajouté quelque chose dans mon panier qui est ici, et puis j'arrive sur une seule page qui s'actualise, dans laquelle je peux choisir ma livraison, je peux choisir gérer ma fidélité, etc. Et puis j'ai ma partie paiement. Et donc de manière très très simple, il y a ce formulaire de paiement, les moyens de paiement qui sont adaptés avec la e-réservation, avec du PayPal, avec de la carte bancaire, etc. qui sont automatiquement affichés et intégrés. Donc pour le consommateur, j'ai plus cette rupture de j'ai tout fait, j'ai mon tunnel d'achat, et puis tout d'un coup, paf, je pars chez un prestataire avec la partie paiement. Non, cette partie-là, elle est invisible, elle est transparente. En tant que consommateur, j'achète et je paye chez Kiabi, et je ne rebondis pas vers la page très standard d'un prestataire de paiement. C'est tout l'inverse de notre ADN. Nous faisons que de la personnalisation pour les marchands, pour que le consommateur se retrouve dans la marque, dans l'enseigne. Donc ça, c'était l'étape où je regroupe ma partie livraison, facturation et ma partie paiement. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'idéal, c'est de se dire maintenant, je vais regrouper ces étapes-là pour pouvoir créer un petit bouton ici qu'on appelle « Acheter en un clic » et reproduire ma cinématique que j'évoquais tout à l'heure, où je rajoute ma bouteille dans mon panier, ou enfin mon jean, mes baskets dans mon exemple, et puis je me retrouve avec la partie confirmation de paiement. Pour pouvoir faire ça, je vais tout simplement m'appuyer sur une API qu'on a créée, qu'on appelle Payline Shortcut, qui consiste à pouvoir, pour un marchand, ajouter ce petit bouton et qui va permettre donc de créer, de vendre sans la création de compte acheteur, sans la saisie des données bancaires, etc. et sans le risque de fraude, puisque le risque de fraude, il va être assumé ou traité au passage en scorant le consommateur et pas uniquement son moyen de paiement. Les moyens de paiement qui permettent de faire ces achats en un clic sont déjà existants. Donc, on va prendre les deux moyens de paiement des réseaux Visa Mastercard en premier, donc Visa Checkout et Masterpass, qui sont pas du tout connus aujourd'hui sur le marché français ou relativement peu, mais qui sont énormément développés aux États-Unis. Donc, généralement, tout ce qui est aux États-Unis, ça finit par arriver chez nous. Donc voilà, en anticipant un petit peu, on peut être un petit peu à l'affût de ces moyens de paiement, sachant qu'ils offrent de la cross-canalité, donc j'achète sur mobile, j'achète sur desktop, j'achète un magasin. C'est clairement aujourd'hui, c'est des partenariats qu'ils ont fait avec les fabricants de téléphones, hormis Apple parce qu'ils s'autoprotègent, mais sinon ils sont très très actifs. Donc je pourrais payer un NFC à magasin, comme une carte sans contact, je peux payer directement sur mobile, etc. J'ai du PayPal qui existe déjà, qui s'appelle le PayPal Express Checkout Shortcut, qui permet effectivement de créer ce petit bouton sur la page panier ou sur une page produit. Du Amazon Pay que vous avez entendu forcément, ou dont tout le monde a entendu parler, qui se développe pas mal en France, qui existait, qui a très très bien marché en Allemagne et qui arrive en France là depuis le mois d'avril, de mémoire. Apple Pay, qui est encore tout récent, mais et qui se développe peu à peu en France, mais qui pour l'instant n'apporte pas beaucoup de consommateurs. Là, ça s'explique très facilement. Je vais l'expliquer. Et du Android Pay et Samsung Pay qui sont annoncés là pour le premier trimestre 2018. Donc, on est en train de dire que d'un côté, j'ai des moyens de paiement qui sont les moyens de paiement historiques qui se renouvellent au travers de wallets qui vont permettre de créer une expérience d'achat simplifiée, très raccourcie. J'ai des moyens de paiement, j'ai le wallet très connu qui a pris aujourd'hui à peu près 20% de part de marché français sur l'activité. C'est très rare les sites qui ont moins de 20% de paiement PayPal. Ou peut-être que c'est moins mis en avant, peut-être que l'API elle n'est pas upgradée, enfin j'en sais rien, mais généralement ils ont au moins 20% de part de marché, ou à peu près 20%. Amazon Pay qui se lance en France, mais qui arrive avec son portefeuille de clients, donc qui n'est pas client Amazon aujourd'hui ici, là, qui n'a jamais fait un achat sur Amazon?
Ok, donc voilà, il y a 100% de la salle qui a déjà acheté sur Amazon. Donc, versus les wallets dont on parle là. Hein. C'est aujourd'hui, tout le monde n'a pas un iPhone éligible pour pouvoir faire de l'Apple Pay. Par contre, tout le monde a son compte Amazon. Donc, tout le monde peut utiliser Amazon, son compte Amazon pour acheter. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est juste super simple. Apple Pay, aujourd'hui, est un très très bon dispositif pour, en termes d'expérience utilisateur. Vous le connaissez tous. Je double-clique, j'ai ma carte, j'ai mon empreinte qui me permet de m'authentifier. Ça y est, j'ai une transaction qui est sécurisée, c'est bon. Soit je la pose sur un lecteur TPE, hein, un lecteur de carte, et du coup j'ai une transaction de proximité. Soit j'achète comme ça en ligne, j'ai une autre expérience utilisateur, mais c'est à peu près la même, et j'ai acheté et j'ai un paiement garanti. Et j'ai acheté, on ne peut plus simple. La problématique, entre guillemets, si je fais un raccourci pour que ça soit simple d'Apple Pay, c'est qu'aujourd'hui il y a très très peu de consommateurs éligibles en France, et pour plusieurs raisons, dont le fait que Apple, ils sont loin d'être gratuits et que c'est votre banque qui finance Apple. Donc à chaque fois que vous faites un paiement, il y a une partie qui part chez Apple. Donc en taux de commission. Donc du coup, c'est pas très très simple pour le marché français ou pour les banques françaises de se dire ouais c'est cool, je vais financer Apple. Du coup, ils s'orientent plus sur des solutions de type Paylib, que je n'ai pas forcément évoqué là, parce que le moyen de paiement pour l'instant ne permet pas de créer ce shortcut là, ce raccourci. Mais ils s'orientent plus vers du Samsung Pay ou de l'Android Pay, qui sont les deux moyens de paiement mobiles qui arrivent là en début d'année. Donc cette guerre des mobiles va énormément développer l'usage et développer cet usage-là que j'évoquais, où je prends mon téléphone, je double-clique, je mets mon empreinte, j'ai du Face ID, enfin peu importe la méthode d'authentification, et puis j'arrive à réaliser un paiement avec mon téléphone, que je sois sur un site mobile, que je sois dans un magasin avec du physique, etc. etc. Pour faire très court, donc notre API permet de rajouter ce bouton, qui est exemple Visa Checkout, ici. Donc voilà, on va se retrouver avec ce type de panier. Alors on prenait un exemple avec showroom privé. Donc sur showroom privé, je peux avoir mon parcours d'achat traditionnel. J'ai mis un produit dans mon panier, je clique sur valider, je continue mon parcours d'achat traditionnel. Ou j'ai un parcours d'achat simplifié, plus rapide, où je clique sur commander en un clic. J'ai une lightbox qui s'ouvre et qui me permet de me connecter. Hein, donc je n'ai plus qu'à saisir mon mot de passe. Ou j'utilise le fingerprint quand je suis sur mobile. Je choisis ma carte et mon adresse de livraison et j'ai fini mon achat. Donc j'ai fini, c'est aussi bête que ça quand je l'achète. J'ai pas créé de compte chez Showroom Privé, j'ai pris un produit, je l'ai mis dans le panier, j'ai cliqué sur Visa Checkout, j'ai mis mon mot de passe, j'ai validé mon adresse de livraison et ma carte, celle que je dois débiter, et j'ai fini. Et donc là, j'arrive quand même avec une expérience d'achat qui est juste top pour moi, surtout quand je suis sur mobile. Alors après, c'est difficile de dire, de faire une synthèse globale des données, mais pour donner, je m'explique. J'ai évidemment nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, etc. J'ai lorsque c'est des paiements cartes, donc en dehors de PayPal, ce qu'on appelle un token de la carte, c'est-à-dire un numéro de carte unique et un numéro de carte réutilisable, mais qui n'est pas complet. Hein, ce n'est pas le numéro de carte que vous avez sur votre carte bancaire, c'est un numéro de carte comme un numéro de carte virtuel. Et sa date d'expiration qui va vous permettre de faire des demandes d'autorisation et dans un process de paiement classique. Vraiment, on ne peut plus simple. Donc vous obtenez toutes ces informations au niveau de cette étape et du coup, en fait, j'allais dire presque ce que vous voulez. Vous traitez la transaction, évidemment. Je vais vous montrer des exemples avec d'autres moyens de paiement. L'idée, c'est de vous montrer qu'en termes d'expérience utilisateur, évidemment, vous êtes un magasin, vous faites de la livraison point relais. Ah ben oui, du coup, je veux proposer mon point relais. Moi, j'ai des magasins, je suis le web, tout à l'heure on disait, au service des magasins. Donc, si je suis au service des magasins, ça veut dire que je vais, dans mon étape de confirmation, proposer du click and collect ou pour récupérer mon bien en magasin. Sur une expérience d'achat Amazon Pay, c'est la même chose. On va rajouter ce petit bouton Amazon Pay. On va permettre, j'ai juste à saisir mon adresse mail et mon mot de passe de mon compte Amazon. Hein.
Vraiment tout simple, avec une petite pop-up qui va s'afficher. Et une fois que j'ai fait ça, je vais être sur une étape comme ça, la même que tout à l'heure, livraison et paiement, avec un rappel de mon adresse qui a été déclarée, ou mes adresses déclarées chez Amazon, lorsque je fais mes commandes Amazon, et mon moyen de paiement déclaré chez Amazon. Et ça y est, c'est fini. J'ai fini mon paiement, je clique sur valider, j'ai fini. J'ai une autre façon de faire. Oui, voilà. J'ai une autre façon de faire, par exemple, quand je suis sur de la livraison. Ce que je vous disais, c'est que je peux très bien avoir une page de confirmation où je me retrouve avec mon paiement, je sélectionne mon paiement, et je peux faire ma livraison standard ici, ou en point relais, et je sélectionne mon point relais. Hein, c'est j'adapte en fonction, encore une fois, très personnalisé. Moi, mon enseigne favorise la livraison magasin parce que on a vu que c'était bien mieux pour le consommateur. Donc, je vais aussi pousser la livraison magasin. Ou au contraire, je n'ai pas de magasin, je vais pousser la livraison standard. Voilà. Ou alors un parcours traditionnel, enfin, on en fait ce qu'on en veut. Une fois que j'ai fait ça, j'ai la même chose avec du Apple Pay. Donc là, on l'a mis sur mobile. Je clique sur mon Apple Pay. Je vais avoir en fait ma petite, pareil, une sorte de petit slider là qui remonte et qui me dit, eh ben voilà, je vais être livré à telle adresse. Alors bon, là, on a mis notre exemple au UK. Tu as à payer. Ici, tu peux choisir ton mode de livraison qui est synchronisé avec ta boutique. Tu mets ton fingerprint, tu as payé et ça y est, ton étape est confirmée. Encore une fois, sans avoir à créer un compte acheteur, sans avoir à donner toutes tes adresses de livraison, de facturation, ton moyen de paiement. Et tout ça de façon super simple pour vos clients, super simple pour vous, parce que vous récupérez des données qualifiées, vous enregistrez la commande, l'acheteur, etc., tout ce qui va bien à l'image d'une commande traditionnelle. Et le moyen de paiement que vous devez débiter, ça reste une transaction comme une autre. Hein. Vraiment, ça reste très, 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 très simple. Là, je vous ai mis 3 exemples. Donc, Amazon, Visa Checkout et Apple Pay. Quand on voit ça, on se dit, ouais, mais moi, tout d'un coup, je vais me recréer la guirlande des moyens de paiement, alors ce que j'appelle la guirlande, au niveau de ma page panier. Alors, c'est super. Avant, j'avais des... Je vais le remettre comme ça va être plus clair. Avant, j'avais juste ça. Et puis, quand j'arrivais à mon étape paiement, je mettais tous mes moyens de paiement. Là. Je mettais, alors, j'ai ma carte enseigne, ma carte, j'ai CB, Visa, Mastercard, puis j'ai du PayPal, mais j'ai aussi du 3 fois et 4 fois CB, éventuellement du paiement par chèque, parce que j'ai encore des... Non, mais, vous voyez, c'est ce que j'appelle la garde des moyens de paiement. Là, notre plus-value, là aussi, c'est de personnaliser, encore une fois. C'est-à-dire que je vais dire, ah ben tiens, la personne qui arrive, elle est avec du matériel Apple compatible. Donc je ne vais pas présenter Android Pay, je ne vais pas présenter PayPal, je vais présenter directement Apple Pay. La personne qui arrive, elle n'a pas de ce téléphone-là. Donc au contraire, celui-là, je l'élimine et je vais proposer des autres. L'idée, c'est de se dire, bah, tiens, je connais ce client, je ne le connais pas, il arrive avec tel matériel, voilà, il a tel comportement, tel matériel, je vais lui proposer le moyen de paiement qui est le plus adapté. Ici, au niveau de cette page, très souvent aujourd'hui, ce qui se passe en France, c'est que la plupart des gens le mettent, ces moyens de paiement, sur les pages, directement sur la page panier. On le voit aux États-Unis, ils sont aussi sur la page produit. Donc, tu as plutôt tendance à acheter 5 fois un produit, contrairement à ce qu'on fait encore en France, où on remplit un panier avec 5 produits. Pour en arriver là, donc je vous dis, ça reste quand même une API technique, etc., etc. Pour en arriver là, on m'a posé la question la dernière fois, c'est mais en quoi les mesures sécuritaires, elles ont une influence sur l'expérience utilisateur? Comment depuis tout à l'heure, je vous dis, oui, il y a du fingerprint, il y a, voilà, ça se passe beaucoup autour du mobile. Comment ça a évolué tout ça? Et parce que souvent, la sécurité, c'est ce qui fait l'équilibre entre on souhaite créer une super expérience et des super parcours d'achat pour nos clients. Et d'un autre côté, ah ouais, mais si tu facilites trop, ben, tu vas ouvrir la porte aux fraudeurs.
et donc au risque, et donc à la sécurité. Donc c'est ce qui va faire l'équilibre. Vous connaissez tout ça, ce qu'on appelle le 3D Secure. Quand je fais afficher cette page à mon client, alors historiquement il y avait d'autres solutions aussi comme ça, à base de sortes de petits jeux là. Ça c'est au début quand on a mis du 3D Secure, donc depuis 2008 à peu près, hein, ça s'est lancé en France, mais c'était obligatoire depuis 2008 pour les banques émettrices de cartes. C'était plus de 30% de taux d'abandon. Aujourd'hui on doit être à peu près à 8% de taux d'abandon. Et en France, on est encore à, pour moi, 2% de taux de refus supplémentaire. C'est-à-dire que j'ai mon consommateur, Grégory, il s'est authentifié, là, c'est bon, il a mis le petit SMS, le code qu'il a reçu par SMS dans la page précédente, ici, là. Il a mis ça. Et pourtant, ma banque émettrice, vu que quand vous sollicitez sa banque, vu que elle est plutôt frileuse parce qu'elle va se dire « Oh là là, on me demande une autorisation pour Grégory et sur celle-là, comme il y a le 3D Secure, je vais être obligé de payer. Donc, je vais quand même faire bien attention avant de dire « Oui, j'accepte cette transaction. » Et ce schéma, ça montre juste des retours d'expérience que l'on a sur le marché, qu'on se partage avec des acteurs, les confrères. C'est la France, voilà, c'est pas super bon de mettre du 3D Secure, alors qu'au UK, quand vous voyez un consommateur anglais arriver sur votre site, mettez du 3D Secure. C'est favorable, ça va être bénéfique pour le taux d'autorisation. Vous avez un meilleur taux parce que c'est une habitude de consommation chez eux. Et ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays. Donc il y a beaucoup plus de pays dans lesquels il ne faut pas le mettre et quelques-uns dans lesquels ça ne fonctionne pas trop mal. Le 3D Secure, ce dispositif, il évolue parce qu'il y a des nouveaux usages. Et il est clairement forcé à évoluer. On a parlé du mobile, de tous les objets connectés, les montres, etc., tout ce qui permet d'acheter. Je ne vous parle même pas des échos et tout autre HomePod et tout ça qui arrive dans les maisons et qui directement permettent d'acheter également. Donc, tous ces objets, on en a parlé toute la matinée encore, les chatbots et tous ces autres outils, indirectement, forcément, vous allez pouvoir payer. Chez Veolia, ils ont une filiale qui a lancé un chatbot qui vous permet de payer votre facture directement avec facture d'eau, directement avec votre du chat là à la Facebook. Quoi. Vous êtes sur Facebook, vous ne quittez pas et vous avez payé. Vous avez l'impression de parler à un humain, c'est un robot derrière, comme on l'a expliqué encore tout à l'heure. Et donc tout ça, c'est tellement tout connecté et tous ces nouveaux usages, ça force la création d'un nouveau dispositif là, qui s'appelle 3D Secure V2, qui a comme objectif de gommer les défauts de l'ancienne version. Donc la première chose, c'est qu'il va y avoir une expérience utilisateur simplifiée, mais surtout standardisée. C'est-à-dire que d'une banque à l'autre, le consommateur il doit payer de la même façon, s'authentifier de la même façon. Et ça sera déjà une belle expérience. C'est-à-dire que ici, là, dans une application native, lorsque je vais m'authentifier, je ne vais plus faire afficher, alors, pardon pour le jargon technique, mais une web view, c'est-à-dire que je ne vais plus faire afficher une fenêtre dans mon application embarquée qui va faire afficher la page 3D Secure. Je vais directement faire ce qu'on appelle du switch up to web. Donc, je vais passer d'une application à une autre. Je vais passer de mon application, par exemple, showroom privé, à mon application ma banque en ligne, pas BNP, caisse d'épargne, que ce que vous souhaitez. Vous passez sur votre application de la banque en ligne pour vous authentifier avec la même interface où vous avez juste, encore une fois, soit vous authentifier par un fingerprint, soit saisir un code qui est votre propre code que vous allez mettre pour authentifier votre transaction. Et donc, voilà, on essaie d'expliquer que ça fonctionne comme il faut être interopérable, ça fonctionne sur n'importe quel type de matériel, dont des applications natives, dont des sites web mobiles ou directement des navigateurs. L'authentification, elle n'est pas comme elle est faite aujourd'hui, ou elle ne sera pas comme c'est fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vous qui dites « Oula, je pense qu'il y a du risque, donc je vais mettre du 3D Secure, mais pas trop, parce que sinon je sais que ça freine à ma vente. » Là,
l'authentification elle va être basée sur ce qu'ils appellent du risque. C'est-à-dire que vous, marchand, vous allez être obligé de faire passer tout un tas d'informations sur le client et la commande qu'il est en train d'effectuer, où est-ce qu'il se fait livrer. Voilà, un minimum d'informations, on va dire, pas forcément beaucoup, mais un minimum d'informations qui va permettre de scorer cette transaction et de se dire oui, je veux une authentification forte ou non, je veux une authentification faible sur cette transaction. En clair, en fonction des éléments que vous allez faire passer, je vais rentrer dans ce cas-là. Ok, c'est la commande de Grégory. Je vois que je n'ai pas de souci avec le montant, il est faible. Le marchand qui me demande l'authentification, il est reconnu avec un taux de fraude relativement faible. Donc tout va bien. Je ne demande pas à authentifier Grégory. Et pourtant, vous, marchand, vous allez bénéficier du report de responsabilité, donc ce qu'on appelle l'ability shift là, dans le 3D Secure, donc de la garantie de paiement. Vous aurez la garantie de paiement avec le 3D Secure V2, même si votre consommateur n'est pas authentifié. Dans le cas où le scoring a été bon, évidemment. Dans le cas où le scoring dit « Oh, attention, sur cette transaction, il va y avoir un risque », dans ce cas-là, il y a une demande d'authentification du consommateur. Donc ça aussi, c'est une deuxième raison pour laquelle le dispositif il a beaucoup évolué et donc ou tout du moins il est en train d'évoluer. Dans les améliorations, donc la prise en charge des paiements, peu importe la plateforme, donc mobile, montre connectée, etc. On n'applique pas à l'ensemble des transactions, etc., mais on évalue le risque et on authentifie le consommateur en fonction du risque. Les méthodes d'authentification sont plus date de naissance ou le SMS que l'on reçoit, mais directement des méthodes d'authentification beaucoup plus pertinentes, type fingerprint. Et à noter également qu'ils ont prévu ce dispositif pas uniquement pour des paiements, comme on l'utilise aujourd'hui, mais également pour ce qu'on appelle le digital wallet, donc pour si vous, en tant qu'enseigne, vous souhaitez créer votre propre wallet au travers de votre propre application pour favoriser des paiements cross-canal, favoriser une expérience utilisateur au travers de l'ensemble de votre enseigne, quelque chose de très personnalisé, dans ce cas-là, vous allez pouvoir utiliser ce dispositif également pour juste l'enregistrement de la carte, pour enrôler une carte à un wallet digital qui sera votre propre wallet. Voilà pour notre présentation. Juste pour le mot de la fin, aujourd'hui, donc je disais, notre rôle c'est de fournir des outils pour que vous puissiez en toute simplicité recruter et fidéliser vos clients. On s'adapte complètement et on se personnalise à votre enseigne, à vos choix, je dirais, d'ergonomie, à vos choix d'expérience utilisateur que vous allez souhaiter mettre en place. Et c'est ce qui fait que nous sommes là, c'est-à-dire qu'on s'adapte, on considère que vos clients, ils sont toujours différents, qu'il faut tenir compte de cette différence. Et du coup, on fait tout pour être différent et vous ressembler le plus possible.